Chut, Gary, tu vois bien que je suis occupé. Bah qu'est-ce que vous faites? J'espionne ma pire ennemie, Qui ça? Sylvie la chaussette. Salut tout le monde, c'est Sylvie la chaussette. J'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on va manger des trucs exclusivement bleus. Allez, j'espère que vous êtes tous chauds. 7. La garce. Avec des concepts comme ça, jamais j'aurai une chance de la vaincre. Quel sujet pourrait parler aux gens? Vite, vite. Eureka. Oui. Ah, d'où tu sors comme ça, t'es qui? Bah, j'ai eu de la lumière, je suis rentré. Tu crois qu'on peut rentrer comme ça dans l'antre du diable? Attends, t'avais pas de bonnet juste avant, non? Quel bonnet? Ok, j'ai pas le temps pour ces conneries. Tu sais faire genre d'être intelligent en disant des trucs? Ouais. Bon bah c'est parti. Salutations bande de goules en couche culotte et bienvenue dans l'épisode du diable positif qui pose cette question. Qui a inventé le capitalisme et en quoi ça consiste-t-il? Ouais, on va bien se marrer, ouais! Déjà, il faut qu'on définisse ce que c'est que le capitalisme. Vous savez, ce truc que les gauchos aiment accuser de tous les torts du monde. Y'a plus de job, c'est capitalisme. Plus de forêt, c'est capitalisme. Plus de sécu, c'est capitalisme. T'as pas de thune, c'est capitalisme. T'as pas de pote, c'est capitalisme. T'as pas de meuf non plus, c'est capitalisme. C'est le capitalisme qui nous rend tous tristes. Mais pour pas que je déprime, je commande Uber Eats. Y'a des grèves, c'est capitalisme. T'as plus de rêve, c'est capitalisme. Y'a jamais de trêve pour capitalisme. Bref, le capitalisme, on vit dedans, on le mange, on le boit, on dort avec, la nuit on vit avec, on meurt avec. Mais qu'est-ce que c'est que quoi que le capitalisme et d'où que ça sort? Parce qu'à force, on sait plus vraiment de quoi on parle. On va essayer de répondre à ces questions dans cette vidéo, mais on ne pourra qu'effleurer certains aspects, certains points seront donc simplifiés, d'autres exagérés, enfin bref, vous connaissez la chanson. Vous voulez dire qu'on va présenter des informations selon notre point de vue et qu'il est nécessaire parfois de faire des raccourcis pour le rythme de la vidéo, surtout lorsqu'on fait un mélange d'infos et de comédie, et que nous sommes forcément biaisés par nos expériences personnelles, mais que nous essaierons tout de même d'être le plus honnête intellectuellement possible? Non, on va dire de la merde. Ah ouh, j'ai eu peur. Pour la faire très courte en termes de période historique, les origines du capitalisme varient selon les économistes et les penseurs. Selon Marx, Robert Brenner et d'autres, le capitalisme prend forme au XVIIIe siècle en Angleterre. Ils accordent une importance cruciale à la salarisation dans la naissance du capitalisme. C'est à ce moment-là que l'Angleterre voit arriver des richesses inouïes grâce à la colonisation de l'Amérique et de l'Afrique. De l'or, de l'argent, plein de trucs. Les marchands qui avaient pu investir dans cette colonisation ont donc pu acheter des terres sur une échelle inédite, des terres sur lesquelles travaillaient des paysans. D'un côté, on a différentes innovations qui font qu'on a besoin de moins de terres pour nourrir la population, donc de moins de paysans, et d'un autre, on a la révolution industrielle. Il y a besoin de plus de monde dans l'industrie, notamment celle du tissu. On se retrouve donc avec des paysans qui vivaient plutôt correctement, qui n'ont plus de terre car on a mis des moutons partout pour alimenter en laine l'industrie du tissu, et des riches qui ont racheté, voire volé les terres les moins fertiles. Ce sont les enclosures. Les plus puissants s'approprient de force des terres jusque-là communes, privant ainsi de moyens de subsistance de nombreux paysans. Les habitants des campagnes, qui auparavant étaient assez indépendants, se retrouvent contraints d'aller s'employer dans des usines aux conditions de travail absolument horribles. À présent, ils travaillent sur les terres d'un propriétaire privé, avec les outils du propriétaire, et c'est le propriétaire qui vend les produits pour ensuite les rémunérer. C'est le début du salariat. Ce serait donc là aussi le début du capitalisme. Cependant, pour Wallerstein, le côté salariat n'est pas si important, puisque le capitalisme peut fonctionner également avec des esclaves, par exemple. Mais le grand penseur du capitalisme, le numéro uno, c'est Adam Smith, philosophe écossais qui est décrit comme le père du capitalisme et du libre marché. Regardons ensemble quels sont les principes qu'il décrit. Rassurez-vous, on va essayer d'être pas trop relou en le faisant. Mais voyons, vous êtes jamais relou, patron. Eh ben Gary, c'est quoi cette technique de lèche-cul là? Tu iras loin. Merci. L'essence du capitalisme, c'est la recherche du profit. Adam Smith illustre son fonctionnement ainsi: ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre intérêt.
Bonjour, j'aimerais acheter vos produits. Avec plaisir, je possède des moyens de production, des employés et des produits. Je vous cède donc ces produits contre votre argent. En effet, j'ai de l'argent. J'achète donc vos produits. Formidable. Maintenant j'ai plus d'argent et vous avez de quoi manger ce soir. C'est quand même bien fait. Et moi j'ai pas d'argent, je peux avoir à manger? Non. Bon j'ai plus qu'à mourir de faim alors. Et ainsi, le problème est réglé. C'est quand même bien fait. C'est donc une vision très individualiste de l'économie et qui repose sur quelques principes. 1. La propriété privée, qui permet aux individus de posséder des biens matériels comme des maisons ou des usines, et immatériels comme des actions en bourse, des entreprises, et aussi le fait de s'accaparer des terres, de les louer, de faire travailler des gens dessus et tout ça. 2. Un mécanisme de libre marché. On va beaucoup parler de marché dans cette vidéo, alors autant donner une définition rapide. Lorsqu'on parle de marché, on parle de l'environnement économique dans lequel s'effectuent les diverses transactions. C'est dans cet environnement que se détermine la valeur et le prix d'à peu près tout ce que tu peux trouver, allant du prix des pommes Granny Smith au salaire des gens qui récoltent les pommes. Si plein de gens veulent des Granny Smith, mais qu'il n'y en a pas beaucoup, leur prix va augmenter. Elles auront pris de la valeur grâce à la forte demande. Et en théorie, les salaires des employés qui récoltent les pommes devraient augmenter également. En théorie. Si on a plein de Granny Smith, mais que personne n'en veut, leur prix va baisser parce qu'il faut bien s'en débarrasser un moment en essayant de les vendre moins cher. Alors c'est très simplifié et parfois ça marche pas comme ça, mais j'espère que c'était assez clair. Alors reprenons sur les principes fondamentaux du capitalisme. Ne coupe pas la parole. 3. La concurrence, permettant à des acteurs d'entrer et de sortir librement du marché. Il est peut-être intéressant de noter que la concurrence s'applique à l'offre et à la demande. Les entreprises sont en concurrence pour produire et les consommateurs sont en concurrence pour acheter aussi. Au bout du parcours, un fantastique iPhone 12 qui parmi nos concurrents arrivera à l'acheter en premier et ainsi obtenir la validation sociale qu'il désire tant. À vos marques, prêts, partez! 4. La liberté de choix en matière de consommation, de production et d'investissement. Un client mécontent peut aller acheter ses trucs ailleurs. Un investisseur peut placer son argent dans un autre projet et un travailleur peut quitter son emploi pour en trouver un mieux. En théorie. Oui, parce que vous vous doutez bien que c'est pas aussi simple pour tout le monde en réalité, hein. Bonjour, je suis une personne discriminée pour une raison indéterminée. Je viens de quitter mon emploi mal payé pour en trouver un autre mieux dans le même corps de métier. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Bonjour monsieur le patron, j'aimerais travailler, je peux ? Non, on m'a dit que t'étais grave relou. Zut alors, je vais tenter dans un autre corps de métier. Bonjour monsieur le patron, j'aimerais travailler, je peux ? Non, t'as pas les compétences nécessaires. Mince, je n'ai pas d'argent pour payer les formations et je n'ai plus accès au chômage. Je vais donc finir à la rue, sauf si j'accepte de me faire exploiter. Ça m'apprendra. C'est quand même bien fait. Voilà, vous voyez le délire. Mettre en avant le profit personnel dans un espace d'échange libre, permettant aux gens de faire les choix qu'ils veulent pour s'en sortir, profitant mutuellement de la réussite de chacun, avec d'un côté des employeurs et d'un autre des employés. Dit comme ça, on dirait bien qu'il n'y a rien de honteux dans l'idée, hein. Mais comment ça fonctionne concrètement ? On va expliquer le fonctionnement d'un tel système de manière simple en reprenant les mots de Richard D. Wolff. Imaginons un produit. Dans l'exemple de Wolff, il a choisi une chaise. Nous, juste pour pas faire pareil, on va prendre un oreiller petit ami. Ça peut être aussi un service, peu importe. Donc, pour fabriquer l'oreiller petit ami, il faut 2 choses. En premier, il faut les matériaux pour créer l'oreiller. Le tissu, les fils, les machines nécessaires pour fabriquer le bousin, blablabla. Il faut aussi le travail des gens qui ont récolté la laine, le coton, qui les ont transformés en tissu. Enfin bref, vous voyez, tout ça, ça demande des matériaux, de l'énergie et du travail. On appelle ça le travail incorporé. C'est tout ce dont on a besoin pour commencer la production. Ensuite, il faut le travail d'autres personnes qui vont prendre tout ça et le transformer en oreiller petit ami. Wolff appelle ça le travail vivant. Tu additionnes la valeur du travail incorporé et celle du travail vivant et tu as la valeur totale de ton oreiller petit ami. Et d'après Wolff, le capitalisme fait en sorte que le travail incorporé soit la possession privée des employeurs. L'employeur investit les ressources nécessaires pour créer le produit. Par exemple, si je veux être patron d'une boîte d'informatique, faut bien que j'investisse dans au moins un ordinateur, même si c'est pas moi qui l'ai construit. Il faut donc déjà avoir un certain bagage pour être employeur. Bref, disons que l'employeur dépense 100 en investissement pour créer le produit. Les employés, eux, ajoutent leur moitié à la valeur totale, puisque sans l'un ou sans l'autre, sans l'employé ou sans l'employeur, on n'aurait pas de produit au final. Ils dépensent donc 100 en travail de leur côté. Le produit vaut alors 200.
Donc après qu'il ait vendu son oreiller petit ami qui vaut 200, l'employeur doit reprendre au moins 100 pour pouvoir produire le prochain oreiller. Et que fait-il des 100 qui restent? Il pourrait les rendre aux travailleurs, qui eux aussi ont donné 100, mais ça ferait pas de profit dans ce cas-là. Ce qu'il se passe dans une économie capitaliste, c'est ça. Les 100 qui restent sont divisés. Il faut payer les employés, sinon ils reviendront pas travailler. Du coup, on va dire que sur 100 qui restent, 50 va aux travailleurs. Et là, c'est pour simplifier. En général, les employés ont beaucoup moins. Il reste donc 50 de surplus. Et ce surplus, c'est les profits. Et ces profits, ils vont à l'employeur. Pour un employeur capitaliste, il faut donc absolument payer les travailleurs moins que la valeur réelle de leur travail. Dans n'importe quel métier où tu es employé, tu ne seras jamais payer la réelle valeur de ton travail. Sinon, c'est pas rentable. Il faut bien que les bénéfices que touchent les patrons et les actionnaires viennent de quelque part. Et ben voilà. Ils viennent de la valeur travail des employés. L'employeur investit 100, les travailleurs aussi, mais l'employeur repart avec 150 et les travailleurs avec 50. Et on va me dire que si le patron il a son oreiller petit ami qui vaut 200, il est un peu con de pas le vendre plus cher, par exemple à 250. Comme ça, il peut reprendre 100, les employés ils peuvent aussi reprendre 100, et il reste 50 de profit. Sauf qu'en général, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que l'employeur il repart avec 200, et que les travailleurs ils ont quand même 50 au final. Donc un travail dans une économie capitaliste, ce n'est pas l'employeur qui donne généreusement un salaire aux travailleurs, c'est les travailleurs qui convertissent leur force de travail en richesse, et à qui on rend qu'une seule petite fraction de cette richesse. Le reste, il le donne à l'employeur. C'est quand même sympa de la part des travailleurs d'être aussi généreux avec nous. La justification donnée par le capitaliste pour s'approprier un revenu, c'est le risque qu'il prend. En effet, le travailleur a un salaire garanti. Ainsi, en échange d'une rémunération immédiate et certaine, le travailleur laisse de la marge à un profit pour le capitaliste. Évidemment, dès que cette incertitude quant au succès de la vente de la marchandise disparaît, ce qui est clairement le cas pour la plupart des grosses entreprises, la justification de l'appropriation du revenu des travailleurs par les capitalistes devient quand même plus discutable. Pour comparer, dans une économie socialiste, ce serait presque pareil avec une petite différence. Sur un produit qui vaut 200, l'employeur touche toujours 100, les travailleurs toujours 50, mais le surplus, les profits, au lieu d'aller à l'employeur, ils vont aux travailleurs de manière collective. Et les travailleurs décident de manière collective quoi faire des profits. Ce seraient donc les travailleurs qui pourraient investir et décider de la marche à suivre pour leur entreprise. Ils prendraient donc des décisions pour leur propre bien. Désolé, j'ai vomi dans ma bouche un peu. Mais du coup, vous allez me dire, dans une économie socialiste, pourquoi quelqu'un viendrait investir 100 pour lancer une entreprise si après il touche 100 à la vente de son produit? C'est vrai que dit comme ça paraît un peu con. Mais ça paraît con seulement si on est toujours dans l'idée de faire des profits. Et dans une économie socialiste, le but de l'entreprise c'est pas de faire des profits, c'est de proposer un produit ou un service pour améliorer la vie des gens. Peu importe si on s'enrichit en le faisant, c'est pas le projet. Le projet, c'est d'avoir au moins de quoi payer les employés et de quoi continuer à faire son produit. Et l'entreprise fait quand même des profits, c'est juste qu'ils vont pas au même endroit. L'opposition à cette idée, c'est que sans profit, les gens ne seraient pas motivés. On peut facilement répondre que ce qui motive les gens, c'est pas l'argent, mais plutôt la validation sociale que permet l'argent. Dans un monde où ce que les gens considèrent comme la réussite, c'est travailler pour le bien-être commun et pas pour l'accumulation de l'argent, eh bien on peut tout à fait envisager une économie socialiste. Ce qui pose problème forcément, c'est la transition de l'un à l'autre. Comment faire évoluer les mentalités? Eh ben... je sais pas. Je t'en pose des questions de merde comme ça, moi. On peut donc définir le capitalisme par la recherche constante de profit individuel et cette relation d'employeur qui prend et d'employé qui donne, même si on nous fait souvent croire l'inverse. Il s'agit là d'une définition quand même plutôt marxiste du capitalisme. Bon, je précise parce que la définition la plus mainstream, c'est plutôt la propriété privée des moyens de production. Tout le monde arrive toujours à suivre? Non, parce que c'est vrai que c'était un gros morceau, on va alléger ça tout de suite. Jasper, vite une blague! Ah, je sais, le Parti Socialiste. Elle est bonne! Donc, le capitalisme est un système d'organisation du travail. Mais ce n'est pas le capitalisme qui forme notre société. Ce qui fait notre société, ce sont les idéologies qui découlent du capitalisme. Et ces courants de pensée sont le libéralisme et le néolibéralisme. On comprend donc que le capitalisme existe depuis bien avant le XVIIIe siècle. Mais c'est bien au XVIIIe que ce mode de production se renforce, notamment grâce aux idées des Lumières,
et au protestantisme de l'époque. On s'oppose au dogmatisme de l'Église et de l'aristocratie. La tradition, c'est de rester à sa place. Les individus n'existent pas en tant que tels. Seules les classes sociales existent avec leur mode de fonctionnement, leurs valeurs et leurs règles. On hérite d'un titre et d'un nom. L'individu est moins important que la famille ou la classe à laquelle il appartient. T'es aristo, t'es paysan, t'es noble. Je suis déprimé. Les Lumières questionnent cet ordre des choses en voulant mettre au centre du raisonnement les individus plutôt que les classes d'individus. Cette pensée libérale coïncide avec la montée en puissance des marchands, qui sont riches mais qui ont peu de pouvoir politique. Eux sont ravis qu'une idéologie libérale voit le jour, puisque ça leur permet de prendre du pouvoir. On voit donc que à la fois le libéralisme nourrit le capitalisme, il justifie la prise de pouvoir des riches plutôt que des aristos, et en plus le capitalisme nourrit le libéralisme, il oriente l'idéologie vers ce qui arrange les nouveaux puissants, les riches. Mais du coup, il y a une certaine différence entre le libéralisme tout court, qui prône la liberté de l'individu, et le libéralisme de marché. Le libéralisme de marché est une forme de libéralisme qui part du principe que l'individu libre ne peut exister que si le marché est libre. Le marché devient le pivot du raisonnement, alors que c'était pas le cas avant. Pour les libéraux de marché, le rôle de l'État est de gérer certaines choses que le marché ne peut pas fournir, comme l'armée ou la justice. Au mieux, l'État doit créer des règles qui permettent au marché de fonctionner, mais il ne doit jamais intervenir dans le marché. Cette transition s'opère après Smith, puis on voit naître le néolibéralisme dans les années 30 qui théorise un rôle de l'État. C'est la nouveauté du néolibéralisme, c'est de donner un rôle clair à l'État. L'État est celui qui met en place les normes juridiques qui permettent l'apparition des marchés partout. Résumons. Le capitalisme, exploitation du salariat par la propriété privée des moyens de production et la recherche de profit individuel. Le libéralisme, la mise en avant des libertés individuelles. Le libéralisme de marché, la mise en avant des libertés individuelles par le marché. Et le néolibéralisme, la mise en avant des libertés individuelles par le marché grâce à l'État. Le capitalisme rend les riches plus riches et le libéralisme justifie le capitalisme. Du coup, lorsqu'on parle de capitalisme dans cette vidéo, comprenez une société capitaliste libérale. Et donc rapidement, quels sont les points positifs et négatifs de tel système? Dans un régime capitaliste, l'initiative individuelle combinée à la concurrence marchande permet d'adapter en permanence la production, grâce au marché dont on parlait tout à l'heure. Les entreprises peu innovantes, peu productives, ou qui tout simplement produisent des trucs que personne ne veut, sont éliminées, parce que personne n'achète ce qu'ils font. Du coup, il n'y a que les entreprises qui produisent des choses que les gens veulent, ou ce dont ils ont besoin, qui réussissent. Même si les entreprises sont très fortes pour créer des besoins qui n'existent pas. Je veux dire, en 2017, est-ce que tout le monde avait vraiment besoin d'un hand spinner? Ouais bon d'accord, c'est stylé. Et du même coup, ça promeut l'innovation. Regarde Gary, j'ai découvert un remède pour une maladie ultra dangereuse. Ah mais c'est super, on va pouvoir soigner... Le vendre à plein de gens. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, oui. Et théoriquement, un système pareil permet à n'importe qui de tirer son épingle du jeu s'il a des bonnes idées ou s'il travaille beaucoup. L'économiste Alison Schreier illustre ça dans une très jolie phrase. L'inégalité est tolérable quand les pauvres ont une chance de devenir riches. Et elle dit ça au premier degré? Yep. Ah ouais. C'est ce qu'on appelle la méritocratie. Dans une société capitaliste néolibérale moderne, on ne justifie plus les inégalités par Dieu qui nommerait les dirigeants et les dirigés, mais par le mérite des gens. Si t'avais assez travaillé à l'école ou au taf, eh ben y avait zéro raison pour que tu galères comme aujourd'hui, feignasse. Et ton pote qui a hérité, eh ben lui il a mérité dans sa vie antérieure, ferme ta gueule. En réalité, vous vous doutez bien que c'est pas aussi simple. Il y a des centaines de milliards de raisons pour lesquelles on peut ne pas devenir riche malgré avoir travaillé comme un bourrin toute sa vie. Et pourquoi il faudrait absolument mériter le fait de vivre décemment. Mais on reviendra peut-être là-dessus dans une autre vidéo, celle-là est déjà pas mal remplie. Et théoriquement, lorsque quelqu'un s'en sort dans une économie capitaliste, le marché régule les richesses et le surplus devrait ruisseler sur les pauvres, comme une espèce de généreuse golden shower de la part des riches. Le problème, c'est que cette théorie du ruissellement n'a jamais été vraiment observée. Bien difficile de trouver des études qui la valident. Des chercheurs de Harvard s'y sont attelés. Ils ont étudié la corrélation entre les baisses d'impôts pour les plus riches et la croissance dans 12 pays, dont la France entre 1905 et 2000. Alors avant 1960, il n'y a aucun lien selon eux, et après ils trouvent un lien, mais il faut attendre 13 ans avant que les 90% du dessous profitent du surplus de croissance lié à la baisse des taxes des 10% du dessus. Le ruissellement prendrait donc 13 ans. Mais si dans les 13 ans, il y a une crise ou une dépression, eh bien là, c'est perdu, nous explique cette étude. Dommage.
Bon, tout ça c'est bien sympa, mais c'est quoi le véritable avantage du capitalisme? C'est qu'il crée inévitablement des inégalités. Bah, c'est un avantage ça? Bon ouais, moi je trouve ça stylé. Ah d'accord. On l'a vu, l'essence du capitalisme est la constante recherche de profit individuel. En conséquence, il crée forcément une hiérarchie sociale basée sur le capital de chacun. Et évidemment, tout le monde peut pas être riche, parce que sinon, y a pas de riches. Le truc, c'est que le marché capitaliste est forcément de nature amorale. Pas nécessairement immorale. Il saute pas de joie lorsqu'il y a des gens qui meurent de faim, mais juste amoral. Il s'en fout. Mais bon, est-ce que c'est immoral d'être amoral? Telle est la question. Vous êtes vraiment un grand philosophe, patron. Abuse pas non plus trop du léchage de bottes, Carrie. Ouais, pardon. Et c'est cette combinaison d'inégalité et d'amoralisme qui pose problème aux gens qui critiquent le capitalisme, puisque selon eux, un tel système est voué à faire augmenter les inégalités. En même temps, ces gens-là, ils sont jamais contents. Ainsi, la quête de profit de manière amorale pousse à des pratiques qui sont, elles, jugées immorales. L'exploitation des travailleurs et même l'esclavage carrément, par exemple. Le marché s'en accommode sans souci. En guise d'exemple, on a en 2013 l'effondrement du Rana Plaza, un immeuble de 8 étages qui abritait 6 usines de confection de vêtements. Plus de 1000 personnes sont mortes. Si ton t-shirt coûte 5,9 €, t'étonne pas qu'il y ait un peu de sang dessus, c'est normal, c'est des souvenirs du Bangladesh. Et qu'est-ce qu'ont fait les proprios? Eh ben maintenant, ils font leur t-shirt dans une autre usine. Logique, tu voulais qu'ils fassent quoi sinon? Et plus récemment, on a pu voir sur BFM TV, en pleine crise du Covid, des chroniqueurs n'ont pas déploré les conditions de vie et de travail des ouvriers vietnamiens, mais le fait qu'on risque de pas avoir de basket à Noël. En même temps, c'est BFM Business, pas BFM Bisounours. Mais ça pose la question, est-ce que c'est une bonne chose que le business soit amoral? Non. Tout ça pousse également à l'exploitation de la planète, et même les conséquences de la pollution sont inégalitaires. Par exemple, voici une représentation de la part des émissions cumulées de CO2 depuis 1751. Ok, pause interprétation du graphique, les US ont émis 399 milliards de tonnes de CO2 en tout depuis 1751. Ça fait 25% du total émis par le monde entier. Ok, donc c'est plus que l'Europe de l'Ouest, et c'est même carrément 2 fois plus que la Chine, ah ouais. Bon, maintenant voilà une carte qui te montre les régions du globe où les populations vont le plus souffrir des augmentations de température et d'humidité d'ici la fin du siècle, si on continue d'émettre du CO2 au rythme actuel, c'est-à-dire si on est sur un scénario plus 4 degrés d'ici la fin du siècle. Alors là, c'est bizarre, ce type me rappelle quelque chose. Et en général, que ce soit dans le privé ou le public, c'est compliqué de trouver de réelles solutions écologiques, puisqu'il faudrait revoir la manière dont on produit tous nos trucs. Mesdames et messieurs, pour prouver que nous sommes engagés pour la planète, nous avons interdit les couverts en plastique. Ah, mais c'est génial. Mais quel héros, c'est incroyable. Il est beau en plus. Et par rapport aux alarmes du GIEC, est-ce que vous avez des mesures concrètes à proposer? Non. Putain, mais c'est génial. Après, si ça se trouve, il y a des organisations privées et gouvernementales qui font de réels efforts pour l'environnement, j'en sais rien. Ben, y a bien Amazon qui a envoyé Jeff Bezos dans l'espace, ça compte? Ouais, mais il est revenu. Ah ouais, merde. Le truc avec le capitalisme et la recherche constante de profit, c'est qu'un tel système ne peut pas se suffire à lui-même. Il doit tout le temps croître, alors qu'il est dans un environnement fini. C'est ce qu'on appelle la croissance. Mais du coup, est-ce que le capitalisme, c'est la cause de tous les problèmes du monde? Oui, non, j'en sais rien. Ce qui est à noter, c'est que ces travers n'ont pas été une surprise. Les penseurs du système capitaliste en étaient conscients lorsqu'ils le théorisaient. Adam Smith, dont nous vous parlions plus tôt, prévenait déjà des risques de ce système. Cependant, l'intérêt particulier de ceux qui exercent une branche particulière de commerce ou de manufacture est toujours à quelques égards différent et même contraire à celui du public. Toute proposition d'une loi nouvelle ou d'un règlement de commerce qui vient de la part de cette classe de gens doit toujours être reçue avec la plus grande défiance. Cette proposition vient d'une classe de gens dont l'intérêt ne saurait jamais être exactement le même que l'intérêt de la société. Mais d'après lui, tout ça c'est la volonté de Dieu, du coup c'est bon. Dans quelle entreprise investir? Oh mon Dieu, je suis perdu. Dans celle-là, ma gueule. Oh, si merdieux. T'inquiète frère, mais fais gaffe, y'a un crack qui arrive. Donc toutes ces inégalités sont connues et pensées. À l'intérieur même du capitalisme, il existe différents courants de pensée qui visent plus ou moins à les réduire tout en restant dans ce système.
Beaucoup de personnes pro-capitalistes sont conscientes de ces problèmes, mais argumentent que la solution ce n'est pas de quitter le capitalisme et de trouver un autre système, la solution serait plutôt d'améliorer le capitalisme qu'on a déjà. Bon d'accord, t'es allergique à la pistache. Mais si à la place je te donnais une glace à la pistache dans un cornet. Il y a les keynésiens, par exemple, qui suivent la pensée de John Maynard Keynes. Les keynésiens disent que le marché laissé à lui-même fait de la merde et l'État doit intervenir dans le marché pour le stabiliser. Au contraire des libéraux de marché. Dans l'ouvrage Good Capitalism, Bad Capitalism and the Economics of Growth and Prosperity, les auteurs différencient le bon capitalisme du mauvais capitalisme ainsi. Le bon capitalisme est celui qui est fondé sur la croissance intelligente et durable. Il doit produire plus avec autant. Par exemple, pour que Gary anime plus vite l'épisode, je pourrais lui fournir un nouveau matériel innovant qui lui permettrait de travailler plus vite dans de meilleures conditions. C'est la croissance intelligente. Oh, mais c'est trop gentil, patron. Ou je pourrais simplement le taper pour qu'il soit plus productif jusqu'à ce qu'il crève d'épuisement, auquel cas j'aurais plus qu'à changer de stagiaire. C'est la croissance brute. T'en penses quoi, Gary? Je suis pas vraiment sûr que ce soit une très bonne idée, en fait. On a qu'à tester, t'es prêt? Non. Les auteurs de cet ouvrage, pour résumer très simplement, prétendent donc que la solution, c'est l'innovation et la flexibilité du marché. Mais on se rend bien compte que l'innovation a ses limites, et que même en produisant plus avec moins, au bout d'un moment, ça va coincer. Mais est-ce que moi, j'ai la réelle solution? Oui. Mais je vais pas vous la dire. Et du coup, tous ces gens bizarres qui sont pas contents de vivre dans un tel système, pourquoi qu'ils y participent toujours? Pourquoi qu'ils vont pas chercher des solutions et des alternatives ailleurs si c'est si caca que ça? Eh ben, y en a qui le font. Mais bizarrement, dans notre monde capitaliste et nos médias capitalistes, on n'entend pas souvent parler des solutions anticapitalistes. Ou en tout cas, pas en bien. En même temps, tout le monde peut pas être totalement neutre et objectif comme moi. Bien sûr, les gens gardent un libre arbitre, mais leur comportement reste le produit d'une culture et d'un système. On parlera dans une prochaine vidéo de comment le système scolaire forme les individus à se soumettre à l'autorité et comment son fonctionnement trie et hiérarchise les élèves dès le plus jeune âge. Avant, on donnait une note à l'élève, c'était fasciste, c'est horrible. Alors maintenant, on a décomposé sa personnalité en 84 micro-compétences. C'est du genre est capable de comprendre une question et d'y répondre, je sais pas quoi, enfin des micro-compétences. Ouais. Alors évidemment, vous connaissez la définition d'une compétence. Une compétence, c'est la capacité de s'adapter en situation de changement. D'accord ? Et donc, évidemment, toutes ces micro-compétences sont toutes des compétences à obéir à l'autorité. D'accord ? Par exemple, vous n'avez pas comme micro-compétence capable de résister à une autorité injuste, par exemple. Et ça n'est pas considéré comme une compétence. C'est pour ça que culpabiliser les individus avec des discours du genre « c'est aux usagers de consommer de manière plus responsable » ou « si les gens sont pas contents, ils ont qu'à se bouger le cul », c'est à la fois vrai, mais trompeur. Car même si l'individu a en effet une part de responsabilité, ce n'est pas lui la cause du problème. Autrement dit, on vit dans une société, 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 on vit dans une société. En outre, j'ai déjà fait une vidéo sur l'anarchisme et le communisme libertaire pour ceux et celles que ça intéresse. Je ferai plus tard une vidéo sur d'autres alternatives. D'ailleurs, je vois déjà les gens venir dans les commentaires pour me dire... Ah ouais, dans ce cas-là, tu proposes quoi, hein, le communisme? Je te rappelle que le communisme a tué plus de gens qu'Hitler, alors tu te la praline, ferme ta gueule et va te coucher. PS, le diable il est trop beau. En général, ces gens font référence à Staline, l'URSS, parfois le communisme chinois, mais ce qu'ils oublient souvent, c'est que c'est pas parce que quelque chose s'appelle d'une certaine façon que son nom représente bien ce machin. Dans le Coca zéro, y a pas zéro sucre. Dans les bonbons à la fraise, il n'y a pas de fraise. Et dans le parti socialiste, y a pas de socialisme. Oh là là! Ils en prennent plein la tronche aujourd'hui. Ce que ces gens décrivent lorsqu'ils parlent de communisme est en réalité du capitalisme d'État. En gros, c'est quand l'État contrôle une part ou même l'intégralité du capital des grandes entreprises. Ce concept promeut la propriété collective au détriment de la propriété individuelle. Et c'est donc l'État, et non plus les entreprises privées, qui fait les investissements et qui recherche les profits. Il s'agit donc de l'opposé du capitalisme
capitalisme libéral tout en restant capitaliste. Le communisme, quant à lui, contrairement au capitalisme d'État, n'existe que si les différentes classes sociales n'existent plus. Attention, je dis pas là que le communisme c'est génial du coup, et qu'en fait les gens ils ont rien compris, je dis juste qu'il faut savoir de quoi on parle. Et tant qu'on est dans le point Godwin, je vous conseille très fortement le travail à propos des influences nazies sur le management moderne de Johann Chapoutot. Il y décrit les nombreuses logiques communes entre le fonctionnement de l'Allemagne nazie et celui de notre société actuelle. On se dit que si les nazis sont intéressés au management, ça va être forcément vertical, autoritaire et parfaitement oppressif. Or, en fait, pas du tout. Pas du tout pour une raison simple, c'est que les nazis ont très bien compris que pour produire dans des quantités absolument inédites dans l'histoire, pour produire aussi massivement, il fallait motiver ce que l'on appelait le matériau humain, le Menschenmaterial, qu'on appelle aujourd'hui la ressource humaine. Il fallait motiver le facteur de production qui était le facteur travail. Et ben voilà, le mec il fait une vidéo sur le capitalisme et forcément il finit sur les nazis. Ça va trop loin là. En tant que personne vivant dans le capitalisme, eh ben je me sens personnellement attaqué. Tu te rends bien compte que le propos c'est pas capitalisme égale nazisme. Il s'agit en réalité de revoir comment notre monde fonctionne, car nos logiques sociétales mettent en avant l'efficacité et le profit avant l'être humain, comme les sociétés fascistes. C'est n'importe quoi. Le mec il sait pas c'est quoi le nazisme, hein. Qu'il aille voir dans une vraie dictature pour voir. En plus Gary il sent le pâté. Patron, Oui, c'est vous qui écrivez tous ces commentaires de merde pour booster le référencement? oui. On revient au fait qu'améliorer le capitalisme qu'on a déjà, c'est compliqué, parce que ses piliers sont fondamentalement inégalitaires et son fonctionnement amoral peut s'accommoder sans problème du fascisme. Et pour les nazis, c'est très clair. Si vous n'êtes pas capable de produire pour le Reich, de produire pour la race, vous n'avez pas le droit à la vie. C'est très clair. Les vies... les êtres non productifs, hein, je reprends la terminologie nazie, sont considérés comme des vies indignes d'être vécues. C'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Donc maintenant je pense qu'on a une bonne vision de ce que représente le capitalisme libéral de marché, et comme on l'a dit plus tôt, il y a des gens qui trouvent pas ça fou. Et même si certains trouvent pas ça fou, beaucoup d'entre eux sont résignés par l'idée que ce fonctionnement hiérarchique de la société, où chacun veut plus que son voisin, et où la compétition est omniprésente, serait inné chez l'être humain. Vous vous souvenez d'Adam Smith, celui qu'on considère comme le père du capitalisme? Il était plutôt de cet avis lui aussi. À l'époque, il a voulu étudier l'économie comme une science dure. Il partait du principe que peu importe la culture, les rapports commerciaux étaient les mêmes et toujours hiérarchisés, que ce soit avec l'argent ou avec le troc. Il disait que c'était l'ordre naturel, voire divin des choses. Il imaginait que tous les humains, que ce soit l'homme de Néandertal ou les tribus sauvages d'Amérique par exemple, fonctionnaient de la même façon que nos cultures occidentales. Le seul souci avec cette théorie, c'est que... c'est qu'elle était fausse en fait. Autrefois, on le cuisinait comme ça, tout entier, dans une grande marmite. Et là, on préparait l'animal, et on invitait toute la communauté, tout le village. Et on le mangeait tous ensemble. Les anthropologues appellent ce système de partage communautaire la réciprocité. Ce n'est pas ce qu'on appelle le troc, car le troc c'est « prends ceci et donne-moi cela ». Ici, ce n'est pas la même chose, c'est plutôt « je te donne ça maintenant, et quand tu auras quelque chose, tu m'en donneras ». La réciprocité prouve qu'il existe d'autres façons de faire tourner une économie. Comme pour l'anarchisme et d'autres alternatives, cela fonctionne mieux dans des communautés restreintes bien sûr, familiales, régionales, voire nationales à la limite. Mais ça paraît plus compliqué pour les échanges internationaux. On peut cependant se poser la question de savoir si c'est vraiment nécessaire d'avoir un seul système économique pour le monde entier après tout. Encore non? Aïe! Et si ces cultures ont adopté un marché ressemblant au nôtre aujourd'hui, c'est pas parce que c'était mieux pour elles, mais c'est parce qu'elles n'avaient pas le choix. À cause, encore une fois, de la colonisation. Ah, ça c'est un autre truc que les gens aiment bien blâmer pour tous les problèmes du monde. Laissez-moi conter la sombre histoire de ce qui nous fait tous broyer du noir. Ce qui a tout caché, ce qui file le bourdon. Je vais pas le cacher, c'est la colonisation qui est à blâmer. Colonisation. Si tout est cassé, Colonisation. si je suis pas heureux, C'est la colonisation. s'il y a trop de rebeux, C'est la colonisation. On arrête. L'argument de la nature humaine revient souvent sur le tapis, alors qu'en réalité, cette nature humaine n'est pas observée partout. En fait, cette nature humaine est la nature du Homo economicus, et je vais vous mettre un petit extrait de la chaîne Eureka pour vous l'expliquer. Qu'est-ce qu'un Homo economicus? C'est un individu qui cherche à maximiser son utilité. Utilité que l'on définit comme un compromis entre temps de travail relou mais qui rapporte des sous, et consommation qui coûte des sous mais qui rapporte des points d'utilité ou des points de bien-être si tu préfères.
Autrement dit, Homo economicus, c'est un individu qui vit pour consommer. Homo consommatus, finalement. Or, quand on va voir des individus qui vivent en dehors du monde capitaliste, on ne reconnaît pas le comportement du fameux Homo economicus qui vit dans une société de marché et qui maximise son utilité par la consommation et le travail. Conclusion, c'est la société capitaliste qui produit l'Homo economicus plutôt que l'Homo economicus qui pose les bases du capitalisme pour aller dans le sens de sa nature. C'est sûr que j'ai déjà vu ce mec quelque part. Donc voilà, cette notion comme quoi le capitalisme et tous ses travers seraient naturels chez l'homme, voire inévitables, car son fonctionnement serait profondément ancré dans la nature humaine, est fausse. C'est quelque chose qui a été réfléchi et construit, et lorsque quelque chose est construit, il peut être déconstruit. Et même c'est plus pratique pour le système en place de cultiver l'idée que l'être humain est pourri à la base, puisque comme ça, moins de gens verront une utilité à faire des efforts pour changer les choses. Pas que ça me gêne, hein, moi de toute façon j'ai déjà la flemme de contester un PV, alors la société en entier... Et ce qu'on remarque finalement sur le père fondateur du capitalisme, Adam Smith, c'est qu'il était totalement biaisé par sa façon chrétienne, bourgeoise et monarchique de voir le monde, et que le capitalisme existait bien avant lui. Parce que l'inventeur du capitalisme, c'est pas Smith, ce sont les gens qui profitent d'une telle organisation du travail. Ce sont les dirigeants des grandes entreprises et les grands actionnaires, les riches quoi. Les écrits de Smith ne sont qu'une justification a posteriori de ces systèmes, et même Smith disait de prendre garde. Monsieur le diable, je me souviens d'où je viens. Quoi? Je suis le type de la vidéo que vous avez montrée tout à l'heure. Hein? J'ai pris un gros coup sur la tête, j'ai vu une grande lumière, et je suis arrivé ici. Et maintenant, je crois que je me réveille. Adieu, diable. Adieu. Eh, ça se dit pas, ça! Oh, pardon. Au revoir. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh, c'était bizarre ce rêve. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mec. C'est étrange. Bon, heureusement, tout va bien. Attention, derrière toi! Quoi? Eh bah, y a rien, qu'est-ce que tu racontes? Ah bah rien. Bah j'ai cru voir un truc pourtant. Bon, bah sur ce, salut tout le monde, en espérant vous revoir sous de plus mauvaises augures, et n'oubliez pas, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pourquoi tu dis ça? Eh ben, j'en sais rien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu la prochaine fois. On mangera des trucs exclusivement rouges. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche et de remercier notre sponsor Norvé Pétanque. Allez, salut, à la prochaine. J'espère que vous resterez tous chauds.